de vous lire un tout petit extrait des premières pages de ce roman, puis de vous donner mon avis dessus. Je fais ce genre de vidéo très souvent sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos de ce style que j'ai déjà faites. Soyons honnêtes par contre, la fiction historique c'est pas ce que je lis le plus, mais j'en avais lu une autre il n'y a pas très longtemps et aussi d'autres dans le passé, donc vous pourrez retrouver ça. Et donc si ce n'est pas votre genre préféré, vous pourrez aussi retrouver des vidéos d'autres livres, d'autres genres sur ma chaîne. Voilà, et bah écoutez, je crois que j'ai tout dit pour cette introduction, donc on est parti pour la lecture donc du résumé. Travancore, côte de Malabar, 1900. Une fillette monte à bord d'un bateau qui la conduit à la cérémonie de son mariage. Bon, c'est 1910 ou 13, hein, mais c'est pas grave. Son futur époux est un bon parti, mais elle découvre bientôt que sa famille est frappée d'une étrange malédiction. À chaque nouvelle génération, au moins une personne meurt noyée. Ironie du sort particulièrement cruelle dans cette région du Kerala où l'eau est omniprésente, modelant la terre en un entrelac de lagons et de lacs, accompagnant les existences de son champ feutré, reliant toutes choses dans le temps et dans l'espace. Au cours de sa longue et extraordinaire vie, tandis que sa famille évolue au gré des naissances et des disparitions, elle connaîtra la joie du grand amour, le douleur de perte irréparable, et sera témoin des transformations majeures de son pays, jusqu'à l'arrivée d'une petite fille qui porte son nom, et qui, cherchant à son tour à élucider cette malédiction mystérieuse, fait une découverte bouleversante. Évocation lumineuse d'une Inde révolue et sublime évocation du passage du temps. Donc on a une répétition comme ça. Le pacte de l'eau est un livre-monde qui, à travers des existences pétries de joie, de triomphe et d'épreuves qu'il dépeint, explore toutes les facettes de l'expérience humaine. Je trouve qu'il y en a beaucoup trop dans ce résumé et que ça ne parle pas de quelque chose d'assez important. C'est qu'en fait ce n'est pas du tout le seul personnage principal, cette fillette qui monte à bord d'un bateau pour se marier, et c'est fort dommage. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Passons à un extrait de ce livre. Chapitre 1. Toujours. Ah non, autant pour moi, c'était bien 1900. 1900. Travancore, Inde du Sud. Je suis désolée si je prononce mal certaines choses. C'est pas du tout une langue que j'ai l'habitude de prononcer. Elle a 12 ans et demain matin, elle sera mariée. Mère et fille sont allongées sur la natte, joue contre joue, le visage baigné de larmes. Le jour le plus triste de la vie d'une jeune fille est celui de son mariage, lui dit sa mère. Ensuite, si Dieu le veut, les choses s'améliorent. Bientôt, elle entend les reniflements de sa mère se transformer en un souffle régulier, puis en ronflement presque imperceptible, qui, dans l'esprit de la fillette, semble imposer leur ordre au bruit épars de la nuit. Depuis le craquement du bois des murs, d'où s'exhale la chaleur du jour, jusqu'au jappement rauque du chien dehors dans la cour en terre battue. Un coucou. Chikra lance son appel. Kesheketa, Kesheketa. Où est l'Est? Où est l'Est? Elle imagine l'oiseau scrutant la clairière où se tapit leur maison sous son toit de chaume rectangulaire. Il aperçoit le lagon au loin devant lui et derrière la crique et la rizière. Cet oiseau peut chanter ainsi pendant des heures et les priver de sommeil. Mais c'est alors qu'il s'interrompt brusquement, comme si un cobra avait soudain
jaillit pour l'attraper. Dans le silence qui suit, on n'entend nulle berceuse monter de la crique, rien que le sourd grondement de l'eau sur les galets polis. Quand elle se réveille, juste avant l'aube, sa mère dort encore. Elle voit par la fenêtre l'eau de la rizière scintiller, comme une plaque d'argent martelé. Sur la véranda, le fauteuil orné de son père, son charou, Cassera, est vide et scellé. Elle soulève l'écritoire posé en travers des longs accoudoirs de bois et s'assied. Elle sent, toujours inscrite dans le dressage de Cannes, l'empreinte fantomatique de son père. Sur les berges du lagon, 4 cocotiers poussent de biais, frôlant l'eau, comme pour y admirer leur reflet, avant de se redresser vers les vieux. Adieu lagon, adieu crique. Mollet l'a appelé le frère unique de son père, la veille, à son grand étonnement. Il avait depuis longtemps perdu l'habitude d'employer ce terme affectueux à son regard. Mollet, ma fille, nous t'avons trouvé un bon parti. Il lui avait fait cette annonce d'une voix doucereuse, comme si elle avait 4 ans et non pas 12. Ton futur époux est sensible au fait que tu viennes d'une bonne famille, que tu sois fille de prêtre. Elle savait que son oncle cherchait à la marier depuis un certain temps, mais elle a tout de même eu l'impression qu'il avait arrangé cette union à la hâte. Que pouvait-elle dire? C'était l'affaire des adultes. Elle a eu honte en voyant le visage de sa mère figé par l'impuissance. Elle a eu pitié de sa mère, alors qu'elle aurait tant voulu n'éprouver pour elle que du respect. Plus tard, quand elles se sont retrouvées seule à seule, sa mère lui a dit « Mollet, ce n'est plus notre maison. Ton oncle. » Sa voix était implorante, comme si sa fille avait mis une quelconque protestation. Elle n'arrivait pas à finir ses phrases et lançait des regards nerveux alentour. Les lézards sur les murs colportaient les rumeurs. Ta vie là-bas ne sera pas si différente. Tu fêteras Noël, tu jeûneras au carême, tu iras à l'église le dimanche. La même Eucharistie, les mêmes cocotiers, les mêmes caféiers. C'est un bon parti. Il est fortuné. Pourquoi un homme ayant de la fortune épouserait-il une fille qui n'en possède aucune? Une fille sans dot? Que lui cache-t-on? Que n'a-t-il pas? La jeunesse pour commencer. Il a 40 ans. Il a déjà un enfant. Quelques jours plus tôt, après la visite du marieur, elle a entendu son oncle admonester sa mère. Sa tante s'est noyée, et alors, ce n'est pas non plus comme s'il y avait eu une malédiction de folie dans sa famille. A-t-on jamais entendu parler d'une famille frappée par une malédiction de noyade? Les gens sont toujours jaloux d'un bon mariage et prêts à exagérer le moindre détail. Voilà, je m'arrête là. Alors je vais vous faire un premier point de lecture et d'avis, alors que j'en suis à la moitié du livre, parce que là on est sur un livre qui fait 800 pages, donc je me suis dit que ça serait bien de faire un premier point et je vous retrouve après pour mon avis final. Je vous fais un premier point sur le pacte de l'eau. Alors je suis un peu
faire à l'époque, que ce soit en Inde ou ailleurs. Et en fait, on la suit donc pendant un moment. Puis, on part sur un docteur qu'on va suivre pareil pendant un moment et ça va s'alterner. Et quand je dis un moment, c'est des années et des années en fait. Et on alterne aussi parfois avec un peu d'autres personnages qui sont importants pour eux à ce moment-là. Et en fait, on se retrouve avec une fiction historique, mais sur beaucoup plus de long terme que ce que je pensais. J'ai un peu du mal à comprendre le titre pour l'instant, alors que j'ai passé la moitié du livre. Mais ce qui me perturbe aussi, c'est qu'en fait ce livre, il y a des moments que j'aime bien et où je suis un peu prise dans l'histoire, etc. Et il y a d'autres moments que j'aime pas du tout. Que j'aime pas du tout parce que historiquement ce qui se passe, je suis pas du tout d'accord. Alors attendez, pardon, j'explique mal. Clairement, je pense que l'auteur est compétent quand il raconte l'histoire de l'Inde, compétent quand il raconte la médecine, puisqu'il est professeur de médecine ou un truc comme ça, etc. C'est pas ça que je veux dire. Je suis pas d'accord que on puisse avoir eu ce genre de comportement à l'époque. Ça m'énerve, c'est ça que je veux dire. Et donc, voilà. Il y a aussi des personnages où je m'ennuie, en fait, tout simplement, ou des moments où je m'ennuie. Et donc, ouais, je suis un peu perdue sur tout ça, qu'est-ce que je fais et autres. Et donc, j'aime bien et j'ai envie de continuer, mais en même temps, il y a des moments où je me pose la question si je vais finir ce livre, quoi. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé globalement de ce livre? Eh bien, écoutez, je suis un peu perturbée par la lecture de ce livre, surtout la fin, puisqu'il y a un énorme rebondissement. En fait, ce qui m'a perturbée dans ce livre, c'est qu'il fait vraiment très vrai, je trouve, dans le sens où ce livre ne cache pas les tragédies qui ont pu secouer une famille d'Inde, une famille indienne, pardon, à ces différentes époques. Et c'est vrai que comme on a un certain nombre de personnages, et ça c'est quelque chose je trouve qui n'apparaît que trop peu dans le résumé, c'est vrai qu'on a plein d'histoires différentes qui se croisent, plein de tragédies et plein de bonheur. Et ça, je trouve que ça fait vraiment la vie, quoi, si je peux dire ça comme ça. C'est vrai que dans ce livre, il y a des moments un peu plus lents, comme j'avais évoqué, et où certains des personnages font des trucs, on a juste envie de les secouer, de leur dire mais pourquoi tu fais ça? Après, il y a énormément de choses qui seront évoquées dans ce livre. Déjà par rapport à la colonisation, par rapport au système des castes, à l'accès à la médecine, parce que c'est vrai que l'auteur, étant lui-même médecin, on sent que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Par rapport aux histoires familiales d'un point de vue médical, donc certaines choses qui peuvent ressortir entre générations, sous-entendu, on va dire, problème génétique au sens large, même si à l'époque c'est pas évoqué comme ça, et c'est fait exprès en fait, l'auteur l'a vraiment écrit tel que c'était pensé à l'époque. Il y a aussi tout un pan sur la lèpre, le traitement des lépreux, etc. Il y a l'amour, l'amitié, le sentiment de la famille, tomber amoureux, rester amoureux, etc. Et, et c'est vrai que il y a des moments où on ne sait pas trop où est-ce que l'histoire va. Parce que je crois que je l'avais déjà évoqué, mais c'est vrai que comme je vous ai... Enfin, voilà, il y a au début, donc on est vraiment avec
dire au sens large, peut-être plutôt de la communauté devrais-je dire, on comprend. Et c'est vrai qu'à la fin, il y a un énorme retournement de situation que j'avais pas du tout vu venir. Et il y a des réponses à certaines questions qui sont intéressantes et qui permettent de voir le livre un petit peu bouclé. Et je comprends pourquoi l'auteur a choisi de faire un livre qui se passe sur 80 ans. Vu les questions qui sont posées, l'avancée de la médecine et la société qui sont intéressantes à évoquer et les réponses en partie données à la fin. Après, c'est le genre de livre que moi j'ai du mal à adorer, même si je sais qu'il va laisser une trace dans ma tête et que c'est le genre de livre auquel je vais penser régulièrement, qui serait un super livre club lecture ou à lire avec des personnes que vous connaissez et à évoquer ensemble en discussion après. Mais oui, voilà, j'ai du mal à l'adorer parce que déjà, il y a cette histoire de mariage trop jeune qui, moi, me chagrine beaucoup, même si je sais que d'un point de vue historique, c'est réel. Il y a ces histoires de caste qui me chagrinent beaucoup, de personnes n'ayant pas accès à la santé qui me chagrinent beaucoup, de personnages faisant des choses plus ou moins horribles, etc. Et vraiment, ça fait que y a des moments où en fait, je peux pas dire que je passais un super moment quand c'est quelque chose de triste ou de rageant, mais voilà, ça reste intéressant. Et moi, ça m'a d'autant plus intéressé de par vraiment ce détail médical qu'on pouvait avoir tout au long du livre, d'un certain nombre de choses qui, en tant que personne qui aime les sciences, m'a vraiment plu et je trouve était vraiment bien intégré dans ce livre. Si vous connaissez d'ailleurs d'autres livres de fiction comme ça, où il y aurait des points scientifiques, si je peux dire, alors moi j'avais lu, donc j'ai lu celui-là avec le côté médecine et j'ai lu Seul sur Mars aussi avec le côté spatial, même si j'ai cru comprendre que Seul sur Mars en tout cas n'était pas parfait d'un point de vue médical et celui-là probablement non plus. Alors attention, on est bien sûr point de vue médical à un certain moment de l'époque et donc il y a des choses qui sont dites qui sont considérées comme fausses aujourd'hui mais qu'on croyait à l'époque, donc c'est pas de ça dont je veux parler, mais voilà. Donc bref, si vous avez d'autres lectures à me conseiller, surtout n'hésitez pas, que ce soit historique ou pas, mais voilà, des romans avec de la science intégrée dedans, ça m'intéresse. Si vous avez aussi des romans de fiction historique peut-être, qui sont super à conseiller, pourquoi pas. Je vous ferai, je pense, une vidéo sur TikTok dans pas longtemps pour parler de 2-3 romans historiques que je conseille. Parce que j'ai commencé à faire des vidéos un peu recommandations pour ceux qui seraient intéressés. Bref, tout ça pour dire que c'est un livre que je recommande et qui m'a vraiment plutôt plu et intéressé globalement. Et je trouve qu'il y a une qualité d'écriture certaine. Je crois que c'est le deuxième livre de cet auteur, donc je vais peut-être essayer de chercher à lire le premier. En tout cas, voilà, si c'est le genre de livre qui peut un minimum vous intéresser, n'hésitez vraiment pas à le lire. Voilà, et écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos lecture. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve aussi évidemment pour plein d'autres types de livres. Non, de vidéos, pardon. Et d'avis de livres, oui, on a compris. Je sais plus si je l'ai dit du coup. Je vous souhaite une